Salut à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo bac courte. Aujourd'hui, on continue notre série sur les previews et je vais m'intéresser aux équipes qui, selon moi, devraient terminer entre la 6e et la 13e place. Et oui, c'est un range qui est assez important, mais vous le savez, la Betclic Elite, si vous suivez ce championnat, eh bien, c'est un championnat extrêmement relevé. Nanterre a effectué un plutôt joli recrutement, mais ça, depuis 2 ou 3 saisons, on y est habitué. Et malheureusement, comme depuis 2 ou 3 saisons, eh bien, Nanterre déçoit. Alors, est-ce que pour la dernière saison de Pascal Donadieu à la tête de l'équipe, Nanterre pourra retrouver le chemin des playoffs? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur le papier, l'équipe est vraiment extrêmement jolie. Parmi les recrues, on peut citer notamment, par exemple, Joël Ayayi, le Français qui nous vient tout droit de J-League et qui a passé sa formation en NCAA. Et on peut aussi noter 2 autres arrivées plutôt surprises, celle de Desi Rodriguez en provenance de CSP Limoges ou encore de Johan Pégarin qui évoluait l'année dernière du côté de Paris. Difficile encore de prédire ce que va pouvoir donner Nanterre. En tout cas, à titre personnel, je pense que Nanterre a les capacités pour se mêler à la course pour les playoffs. Et pourquoi pas, si les ingrédients sont réunis, retrouver Nanterre dans le top 6, peut-être, enfin dans le top 6, plutôt dans un range entre la 6e et la 10e place. C'est quelque chose qui, sur le papier, au vu du potentiel de l'équipe, est tout à fait faisable. Quand on parle de potentiel, justement, parlons des motifs d'espoir. Quels seraient les ingrédients pour que Nanterre réalise une belle saison? On peut le dire et on peut le voir au recrutement qui a été fait. On va être sur une équipe qui va courir, une équipe jeune, une équipe dynamique avec des Justin Bibbins, Joël Ayayi, Johan Pégarin. Des gabarits plutôt petits sur le secteur extérieur, mais qui aiment beaucoup la course. Il va y avoir du jeu de transition, un petit peu de tir à 3 points, mais par rapport aux effectifs qu'on a eu l'habitude de voir du côté de Nanterre, eh bien peut-être que ça manque un peu de shooter. On sait que ce n'est pas forcément les spécialités premières de Johan Pégarin ou de Joël Ayayi, par exemple. Du côté des interrogations, car oui, il y en a, eh bien justement, quid de l'adresse à 3 points et en complément, quid du spacing? On a des jeux qui vont être très bons, des dragsters en pénétration, Pégarin, Ayayi, parfois même Justin Bibbins. Il faudrait qu'il y ait de l'espace. Et en l'occurrence, quand on manque de shooter, eh bien, c'est un petit peu plus compliqué pour faire du spacing. Et enfin, la dernière interrogation, je l'espère, mais il est possible que ce soit la saison de trop pour Pascal Donadieu. On l'a vu, Nanterre piétine, Nanterre stagne depuis les 2-3 dernières saisons. On espère que ce n'est pas la saison de trop pour Pascal Donadieu. Allez, intéressons-nous maintenant au BCM Gravelines. Recrutement effectué par Laurent Leniam et Olivier Bourguin, eh bien, ma foi, est de très belle facture. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour enfin décrocher les playoffs qui fuient la ville de Gravelines depuis bientôt 6 ou 7 ans? Je ne sais pas, mais regardez-moi ça. Lauren Jackson et Johnny Beran-Meskel, que l'on avait tous les deux vus du côté de Rouen, Hans Van Wijnen, qui a déjà joué pour Laurent Leniam du côté de Dijon, ou encore un pivot estampillé Euroleague, Landry Nyoko. Tout ça, bien sûr, avec également la venue d'un joueur qui était convoité par Jean-Denis Choulet, le coach de Rouen, Chris Kleiber. Ça fait du beau monde. Alors, ça fait du beau monde, mais il y a tout de même quelques interrogations. On peut commencer justement par le bac court. J'ai cité Lauren Jackson et Johnny Beran-Meskel. On a pu voir que du côté de Rouen, dans un style de jeu extrêmement offensif, qui est la philosophie du coach Jean-Denis Choulet, eh bien, Lauren Jackson et Johnny Beran-Meskel étaient souvent ciblés par les défenses adverses. C'est un secteur de jeu et des profils de joueurs plutôt offensifs qui, parfois, se laissent un petit peu aller en défense. Et lorsqu'on connaît l'intransigeance et la rigueur que peut avoir Laurent Leniam, le coach de Gravelines, sur ce secteur de jeu-là, on peut se demander si ça va le faire. On a vu qu'avec Justin Robinson, un micro-meneur un petit peu dans le profil de Lauren Jackson, eh bien, parfois, Laurent Leniam commençait un petit peu à sortir de ses gonds. Alors, est-ce que sur la durée, ça va le faire avec Lauren Jackson? Je ne sais pas, mais en tout cas, de l'autre côté, le talent offensif, il est là. Un autre point d'interrogation que l'on peut avoir, eh bien, c'est sur le pivot, Landry Nyoko. On le sait, Gravelines souhaitait absolument prolonger son pivot de la saison passée, Jadron Johnson. Alors, John Johnson et Nyoko sont 2 profils extrêmement différents. L'un avec des doigts de fée et un pivot scoreur, et Nyoko plutôt une tour de contrôle défensive. Mais on le sait, les joueurs qui proviennent d'Euroleague dans le registre de Landry Nyoko sont appelés à être de role players. Et souvent,
Qui dit role player dit difficulté à pouvoir endosser le costume de leader. Alors, est-ce que ce sera le rôle qui sera demandé à Anthony Legault? On ne sait pas, mais il va falloir qu'il pèse et qu'il justifie son statut. Du côté des motifs d'espoir, car oui, il y en a. J'ai commencé à parler du backcourt de Johnny Baran-Mesquet et de Lauren Jackson, mais si on y ajoute également l'addition de Chris Clyburn, un très bon joueur américain, eh bien on peut dire qu'il y a énormément de talent et de compétences offensives sur le backcourt. Un autre point positif également, c'est que l'année dernière, Laurent Leniam avait effectué du très bon travail, sachant qu'il est arrivé en cours de saison. Et au final, sous sa houlette, Gravelines est passé à un cheveu de se qualifier pour les playoffs. Avec cette fois un effectif qu'il aura choisi de A à Z, on peut nourrir des espoirs pour Gravelines. Passons maintenant du nord de la France à l'Alsace. Et oui, nous allons parler de la SIG Strasbourg. Alors, la SIG Strasbourg a connu beaucoup de changements à l'intersaison. Nouveau coach qui est passé de Limoges à Strasbourg, Massimo Cancellieri. Et effectivement, beaucoup de joueurs sont arrivés. Quinton Hooker, passé notamment du côté de Vichy en Pro B. Phil Booth, qui nous vient de la Ligue Adriatique. Hugo Inverdi, l'Alsacien qui va jouer pour la SIG. Dan Akin, Nakai Sanders, donc une raquette totalement différente. Chandy Brown ou enfin Sofiane Maïti. Alors oui, il y a beaucoup de choses à dire concernant la SIG Strasbourg. À la fois, il y a des motifs d'espoir, mais aussi beaucoup d'interrogations. Je ne vais pas le cacher, je trouve cette équipe de Strasbourg moins sexy sur le papier et moins alléchante que celle de la saison dernière. Et c'est pourquoi je les placerai plutôt dans un range entre la 8e et la 13e place. Oui, Strasbourg va jouer, je pense, va lutter pour s'accrocher pour les playoffs, tout simplement. Mais voilà, commençons avec les points d'interrogation. À commencer par la raquette. On base d'une raquette composée de Ike Udano, de Matt Mitchell, notamment de Pau Diamassa, à des joueurs que l'on ne connaît pas en France et qui, sur le papier, le recrutement ne fait pas rêver. La raquette semble légère, le pivot Nakai Sanders vient de se blesser et on parle même peut-être du fait que Strasbourg chercherait à le remplacer. À une semaine du début du championnat, avouez-le, ce n'est pas vraiment très rassurant. Alors, quand on regarde le recrutement au final au global, on peut se demander si les moyens de Strasbourg ne sont pas à la baisse. En tout cas, on le sait, les concurrents, peut-être que leur budget, eux, sont à la hausse. Il y a énormément de concurrents qui se prennent de la place et de l'ampleur dans ce championnat. Et là où Strasbourg figurait parmi les tops équipes il y a encore 3, 4, voire 5 ans, eh bien c'est vrai que maintenant, avec l'essor de clubs comme l'Asvel, Monaco, Bourg-en-Bresse, Paris Basket, eh bien la SIG se retrouve petit à petit à baisser de standing. L'axe 1-5, voilà, moins dominant également. On passe dans l'axe 1-5, Pau Diamassa, Marcus King, en axe 1-5 avec tout le respect que j'ai pour eux, normalement moins dominant. Nakai Sanders, Dan Akin avec du Quinton Hooker. Sur le papier, on sera sur une équipe moins dominante. Là où Marcus King était un petit peu le scoreur providentiel, eh bien nous devrions avoir une équipe de Strasbourg beaucoup plus portée sur le collectif. Une équipe qui va se battre, qui va aller au charbon et qui va être une équipe de guerriers tout en commun. La Sarthe, je vais parler du MSB. Le Mans a connu des départs, à commencer par son meilleur joueur de la saison dernière, Matt Morgan, qui évolue dorénavant du côté des London Lions. Alors, l'effectif me semble quelque peu intéressant, il y a du potentiel, mais il y a aussi, je pense, des déséquilibres. Au niveau des arrivées, nous avons eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés sur le secteur extérieur. On peut parler de Devante Jones, de Nate Mason, de Matt Lewis, de Deshaun Schwartz, notamment, qui semblent être tous des joueurs avec des qualités individuelles certaines. Mais cela me pose quelques questions. Tous ces joueurs sont peut-être amenés à être des joueurs qui pourraient être des joueurs dominants dans leurs équipes, et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un petit embouteillage sur les lignes arrière avec un déséquilibre qui se crée entre le front-court et le back-court. Quel sera le leader attendu du côté du Mans? Je ne sais pas. Qui sera là pour compenser le départ de Terry Tarpey dans son registre? Là aussi, je ne le sais pas. On va voir. En termes de motifs d'espoir, cependant, il y en a toujours. On sait que voilà, le MSB a l'habitude de pratiquer un style de jeu assez attractif et j'ai l'impression que le recrutement va dans ce sens avec des joueurs qui collent plus ou moins avec la philosophie du coach Elric Delors. Le backcourt est très intéressant, il y a énormément de potentiel offensif, de la versatilité, de la polyvalence et je pense que peut-être on peut assister à une saison où vraiment Abdoulaye Ndoye et Williams Naras
sur des postes différents vont peut-être encore prendre du galon et s'affirmer comme les prochains leaders JFL de cette équipe. Cholet a réalisé une excellente saison la saison dernière. Alors, que va-t-il en être cette année? Des leaders sont partis, Justin Patton, Boris Dalot ou encore Dominique Artis. Alors, comment Cholet les a remplacés? En ce qui concerne Dominique Artis, c'est Jerry Blakes, un ancien du championnat de France, qui a rejoint les Mauges. En ce qui concerne le départ de Justin Patton, eh bien, Cholet a fait le choix de responsabiliser plus au poste 5 Néal Sako et a fait devenir également le pivot qui évoluait du côté du Portel, l'offensif Emmanuel Zekwesi. On va commencer par les interrogations, comme ça on finira avec une note un petit peu plus positive. C'est vrai que Cholet fait partie des équipes qui ne possèdent pas de gros moyens en termes de budget, mais aussi en termes de masse salariale. Alors la saison dernière était une très belle saison, réussie à bien des égards. Il va être potentiellement difficile de faire mieux. En tout cas, on souhaite à Cholet qu'il fasse aussi bien. En termes d'interrogation, c'est vrai que Cholet, pour l'instant, n'a que 9 joueurs. Et c'est pour ça que j'ai mis dans les points d'interrogation une raquette courte pour l'instant. Car on le sait, Cholet, initialement, avait pris le parti pris de commencer à 9 comme ça. Mais sachant que Cholet va jouer la BCL, eh bien, Cholet a décidé de recruter un poste 4 supplémentaire qui n'est pas encore arrivé. Donc, pour l'instant, la raquette est quand même assez courte. On peut aussi parler des départs. Dominique Artis, Boris Dalot, Justin Patton. Il y avait énormément de talent, on peut le dire, l'année dernière. Et les choix de recrutement qui ont été faits ont poussé Cholet à s'adapter et à prendre des joueurs peut-être avec un petit peu moins de talent, mais qui rentreront peut-être plus dans un rôle de solidaire, de collectif, de combat également, avec des Rouban qui vient avec la responsabilisation également du jeune prospect Tidjane Saloum. Jerry Blakes, qui peut-être a un peu moins de talent que Dominique Artis ou Boris Dalot, mais on devrait avoir une équipe valeureuse. En termes de motifs d'espoir, alors je mets une pièce sur l'explosion de Néal Sako. Cholet voulait absolument le conserver, Néal Sako avait une clause pour partir, au final il reste, c'est pour avoir des responsabilités et du temps de jeu, alors je crois en une explosion de Néal Sako. On peut aussi parler dans les motifs d'espoir. Forcément, on va voir ce qu'il va pouvoir apporter à l'instant T, mais tout le monde semble convaincu à Cholet qu'il est en capacité de le faire. C'est le prospect Tidjane Saloum, appelé à être drafté l'année prochaine ou dans 2 ans du côté de la N2. Et enfin, le dernier motif d'espoir, eh bien, tout de même, il y a de la continuité. Le coaching staff est le même et nous avons également une base de joueurs cadres, en tout cas, qui reste. Néal Sako, TJ Campbell, Enzo Buducina. Il y a des joueurs qui étaient déjà là du côté de Cholet l'année dernière, Kim Tilly également. Et ça, c'est très bon augure. On sait que pour le collectif, créer une alchimie, eh bien, c'est plus facile quand des joueurs restent. Allez, retournons du côté de Paris et intéressons-nous au Metz 92. C'est la grande inconnue de la saison. Vous avez peut-être suivi le feuilleton de l'été. Les Mets 92, après la draft de Victor Wembanyama et de Bilal Koulibaly, ont failli disparaître. Et oui, et au final, ce n'est vraiment que très tardivement qu'un coup de pression a été mis sur les dirigeants et le club a pu se réengager dans l'élite. Le club s'est réengagé tardivement, ce qui veut dire également qu'il y avait beaucoup de chantiers, à la fois du côté des joueurs, mais aussi du coaching staff, car il avait déjà été acté depuis longtemps que Vincent Collet, le coach de la saison dernière, eh bien, ne continuerait pas pour se consacrer aux Jeux Olympiques, étant donné qu'il est le sélectionneur de l'équipe de France. Laurent Forest est arrivé en tant que coach et il y a eu un immense chantier pour construire une équipe, puisque eh bien, pratiquement aucun joueur n'est resté, à part l'unique rescapé, Laou Konaté. Sont arrivés plusieurs joueurs dont la majorité ne connaissent pas le championnat de France, hormis Jordan Theodore, qui a fait une brève pige du côté de la GLBO, ou encore d'Axel Toupane, le transfuge qui passe de Paris Basket au Metz 92. Alors, énormément d'inconnus, des questions, mais aussi peut-être quelques motifs d'espoir pour ce club. Comme je disais, voilà, ça va être l'inconnu de la saison. Et pourtant, je les mets dans cette série de vidéos en me disant que, eh bien, potentiellement, Boulogne-le-Valois, les Mets, pourraient peut-être se qualifier pour les playoffs. Et oui, car même si le club a mis du temps à se réengager et à réaliser un recrutement très tardif, ce qui fait partie des inquiétudes, eh bien, il y a quand même du matos, il y a quand même des joueurs qui semblent intéressants, notamment l'axe 1-5, Josh Carlton, Jordan Theodore, que je place dans mes joueurs clés. Jordan Theodore est un gros meneur, estampillé Eurocup
Eurocup, voire peut-être même petites équipes d'Euroleague. Et Josh Carlton a montré des flashs vraiment très intéressants du côté du AMSB qu'il faudrait qu'il confirme. Ce qui fait partie peut-être aussi des interrogations, c'est, Josh Carlton, on sait que ça peut être un pivot dominant par séquence, mais parfois, il faut qu'il se mette un peu les doigts dans la prise et il a tendance à être souvent embêté par les fautes. Et on le sait, pour des clubs qui, n'ont pas de JFL très dominant, ce qui semble être le cas pour les Mets, qui vont avoir des role players, en les personnes de Axel Toupane, Abdoulaye Loum, Lao Konaté notamment, il va falloir compter sur des étrangers dominants. Jordan Theodore peut l'être, Josh Carlton peut l'être, mais uniquement par séquence. Et autour, nous avons des joueurs qui ne connaissent pas le championnat et qui ont assez peu de références. Et donc, il va falloir que parmi tous ces joueurs-là, un ou deux joueurs étrangers puissent step up et à certains moments puissent porter l'équipe. Quid également du coaching, puisque Laurent Forest passera sa première saison en tant que head coach sur un banc de Betclic. En termes de motifs d'espoir, parce qu'il y en a, je le disais, Jordan Theodore semble être un meneur calibré pour mener une équipe au moins vers les playoffs, ou en tout cas au moins vers le maintien, car on ne sait pas vraiment encore quelles vont être les ambitions de ce club-là, et ça fait peut-être aussi partie des motifs d'espoir, c'est que un club dont on n'attend rien, on ne peut que se surprendre positivement. Pas forcément d'attente, et donc pas forcément de déception. Avec un recrutement aussi tardif et les soucis qu'il y a lieu autour, une relégation de Boulogne-le-Valois, est-ce que ce serait vraiment dramatique? On ne sait pas. En tout cas, sur le papier, il y a de quoi assurer un maintien. Et pourquoi pas, si affinité, aller chercher peut-être une 10e place aux alentours de la saison et donc, pourquoi pas, se permettre de rêver à une qualification pour les playoffs. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Comme la précédente, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire pour vous quelles sont les équipes qui pourraient se mêler à la lutte pour les playoffs. Quant à moi, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre également sur mon compte Twitter Bakou. Et à bientôt pour la dernière série de cette vidéo consacrée aux équipes qui devraient trembler jusqu'au bout, peut-être, pour le maintien. C'était Ben, à très bientôt. Bye bye.